Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je me sens toujours toute petite parce que moi je suis médecin généraliste, j'ai fait ma thèse sur mindfulness et son application clinique en médecine générale, mais je n'ai pas de pratique professionnelle autour de mindfulness, donc j'ai une approche qui était assez théorique. Alors, je vais vous présenter un petit peu les résultats de mon travail de thèse. Je ne reviens pas sur les définitions et tout ça, j'avais juste trouvé ce petit dessin qui montre ce bonhomme qui a donc mindful, l'esprit, plein de choses qui se bousculent. Et bon, le chien, c'est peut-être pas très bien trouvé, mais qui lui donc les idées un peu plus claires. En fait, moi j'ai rencontré la méditation au cours d'un séjour en Inde, et en rentrant j'ai eu envie de faire ma thèse sur la méditation, mais c'est vrai qu'en Inde c'est très lié à la religion, la méditation est utilisée encore dans la médecine traditionnelle, mais je ne pouvais pas retranscrire ça vraiment dans notre culture, donc j'ai rencontré Mindfulness qui, de par son cadre déjà très standardisé, a permis qu'il y ait beaucoup d'études scientifiques qui soient faites. Vu que ça se passe toujours de la même façon, ça permet d'avoir quelque chose de reproductible. Et puis, de par son caractère laïque, ça correspondait plus à ce qu'on attend de la médecine ici aujourd'hui. Ce qui m'a intéressé aussi beaucoup dans Mindfulness par rapport à la médecine générale, c'est que c'est vraiment une thérapie qui permet aux patients d'être toujours en contact, vu que c'est basé sur ces signaux corporels, de pouvoir rester en contact tout le temps avec ses sensations et pouvoir y faire appel à n'importe quel moment. Donc ça m'a intéressé aussi. Alors, donc l'objectif de mon travail, c'était donc d'abord mon travail, ça a été de faire une revue de la littérature de toutes les études scientifiques qui ont été faites jusqu'en 2014 sur Mindfulness. Et puis ensuite de voir pour quel type de pathologie, et donc dans quelles indications et quels étaient les effets positifs quand il y en avait de Mindfulness. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, j'ai réfléchi un petit peu plus à comment on pouvait intégrer ça dans la pratique de médecine générale. Donc, en tapant Mindfulness sur PubMed, qui est la grande base de données des articles médicaux, en 2014, je trouvais 1790 articles, mais là, j'ai regardé avant de venir, il y en a quasiment le double, donc je pense que mon travail pourrait être à retard. Alors, je vais vous décrire un petit peu comment j'ai sélectionné les articles. Ça me paraît assez important parce qu'en fait, des études, on peut un peu leur faire dire ce qu'on veut en fait, et puis on peut facilement prendre un groupe de patients, les faire méditer et puis montrer qu'à la fin ils se sentent beaucoup mieux qu'au début. Donc c'est important de choisir des études qui ont quand même un poids scientifique et qui ont une unité pour pouvoir après interpréter les résultats. Donc du coup j'ai dû faire quand même des choix parce que je ne pouvais pas tout comparer. Voilà. Alors moi j'ai choisi les types d'interventions vraiment classiques MBSR, MBCT, ou les programmes qui avaient vraiment une structure un peu plus similaire. Donc sur 8 semaines, une séance par semaine, 2 groupes. J'ai essayé de garder. Voilà. Donc ça m'a conduit à inclure notamment MDRP, même si des fois il y avait dans les programmes des éléments un petit peu plus spécifiques, des pathologies cibles, mais que j'ai quand même inclus. Ensuite, j'ai choisi que des études qui avaient déjà un groupe contrôle, donc pas qui se contentaient de regarder juste un seul groupe, mais qui comparaient avec un groupe, donc qui était ou un groupe témoin, à qui, par exemple, chez des patients dépressifs, on va prendre un groupe qui suit son traitement habituel, quel qu'il soit, et un groupe qui va faire de la méditation, et on compare ensuite dans les deux groupes. Ou alors j'ai aussi pris des revues de la littérature et les méta-analyses, c'est-à-dire les articles qui déjà réunissaient eux-mêmes plusieurs études.
Ensuite, je me suis attachée uniquement aux améliorations des critères cliniques. Ça veut dire que je n'ai pas pris en compte tout ce qui était autour de l'imagerie, des électroencéphalogrammes, des études où on a cherché à montrer l'impact sur le système immunitaire. Voilà. Donc ça, c'était un choix aussi de ma part, parce que je me suis dit que ce qui intéressait potentiellement le médecin généraliste, c'était aussi de voir ce que ça pouvait apporter dans la vie des patients et pas forcément sur des prises de sang ou des IRM. Donc en fait, j'ai éliminé du coup toutes les autres thérapies de la troisième vague du DCC, dont DBT. Voilà, donc ça a été des choix aussi. J'ai éliminé toutes les études qui mélangeaient avec du yoga, avec du qigong, pour essayer d'être un petit peu spécifique. Donc ça, j'en ai un. Et enfin, j'ai éliminé tout ce qui traitait de populations non cliniques, ça veut dire des études pourtant très intéressantes, qui étudiaient le stress chez les étudiants. Enfin, j'ai pris en considération que des gens qui avaient vraiment des pathologies spécifiques, qui étaient suivis pour des pathologies particulières. Donc là, j'ai comparé 82 articles, sachant qu'il y en a qui comprennent eux-mêmes plusieurs articles, puisqu'ils comparent déjà, donc ils portaient à peu près sur 25 000 patients. Bon, je ne peux pas vous faire directement le détail de tous les articles, parce que c'est un petit peu fastidieux. Si on regarde les résultats globalement, on a certains types d'indications pour lesquelles il y a un effet direct sur le symptôme principal de la pathologie. Par exemple, dans la dépression, dans l'anxiété, on l'a vu avec les addictions, ça peut diminuer les symptômes dépressifs, ça peut diminuer les symptômes d'anxiété, donc on a vraiment un effet qui est direct sur un des symptômes principaux qui gênent notre patient. Et puis après, donc ça concerne quand même surtout les pathologies psychiatriques et puis la douleur. Après, on a aussi, et ça concerne toutes les pathologies, notamment les maladies chroniques, un effet indirect, enfin que j'ai qualifié d'indirect, plus homogène sur une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de l'acceptation de sa maladie et une diminution des symptômes psychologiques, notamment l'anxiété et la dépression. Donc ça qui sont retrouvés dans les douleurs, dans les pathologies physiques et aussi évidemment en psychiatrie. Je voulais dire un autre truc par rapport à ça. Mais s'il y a quand même quelque chose, on en a déjà un petit peu parlé, on en avait parlé aussi dans les groupes, c'est que c'est un petit peu trompeur de parler des résultats attendus en fait par rapport à une pathologie particulière, parce qu'on est dans une technique avec laquelle on est censé ne rien attendre en fait et juste accueillir ce qui vient. Or là, on est dans quelque chose où on essaye d'avoir quand même des résultats, donc ça c'est un petit peu délicat. Alors, ensuite, dans les pathologies psychiatriques, donc là je vais reprendre un petit peu les grandes indications, sachant que dans ma thèse j'ai détaillé, donc avec toutes les références des articles et tout, elle est en ligne, donc si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier. Donc dans le syndrome dépressif, donc c'est surtout MBCT qu'on a utilisé, mais aussi MDSR. On retrouve donc, il y a eu beaucoup d'études, puisque c'est une des pathologies qui a été le plus étudiée. Il y a une diminution des symptômes dépressifs, une diminution du risque de rechute. Donc au départ, ça a été surtout prouvé pour des patients qui avaient fait au moins 3 épisodes de dépression antérieure. Maintenant, je crois qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait des effets même chez des gens qui avaient fait moins d'épisodes. Il y a eu aussi des études qui ont été faites en phase aiguë de dépression et qui montraient un bénéfice. Cela dit, c'est vrai que c'est quand même des fois plus facile, plus confortable pour les patients de travailler quand ils ne sont pas en crise dépressive, parce qu'on se met quand même en contact aussi d'émotions désagréables. Mais il faut savoir qu'on dit souvent que c'est en prévention des rechutes, mais il y a quand même au moins 2 études
qui ont montré qu'il pouvait y avoir un effet en phase aiguë aussi de la dépression. Il y a des études au cours desquelles les patients ont pu diminuer de moitié leur traitement antidépresseur, parce qu'évidemment, ça se fait aussi sous traitement. Donc voilà, ça c'est quand même... tout le monde est unanime quand même pour dire qu'il y a des effets sur le syndrome dépressif. Dans les troubles anxieux, donc on peut utiliser MBCT ou MBSR. On retrouve une diminution des symptômes d'anxiété et une diminution aussi de tous les symptômes qu'il peut y avoir autour, de dépression notamment. Alors ce qui est intéressant, c'est que les études avaient l'air d'être plus parlantes quand les groupes étaient constitués de patients qui présentaient différents troubles anxieux entre agoraphobie, phobie sociale, et que les groupes qui ont été faits sur des pathologies, des troubles anxieux spécifiques avaient l'air d'avoir moins de résultats. Dans le domaine des addictions, je ne vais pas trop revenir dessus, MDRP, notamment pour l'alcool et le tabac, il y a des études qui montrent vraiment une diminution des consommations et un sevrage qui est plus important. Alors, les patients psychotiques, pendant longtemps, ça a été une contre-indication à la schizophrénie, à mindfulness, parce qu'on se disait qu'en se rapprochant de ces sensations, on risquait de faire décompenser les gens et qui se décollent trop, voilà. Et puis que des gens qui ont des hallucinations, c'est quand même pas forcément évident de venir au contact de ces voix, de ces sensations qui peuvent être très fortes. Mais en fait, il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec mindfulness et la schizophrénie. Et il y a eu 3 études qui ont montré une amélioration du fonctionnement global des personnes, même si, évidemment, on ne parle pas de soigner la schizophrénie, mais il y avait quand même une diminution des hospitalisations dans une des études. Pour les troubles du comportement alimentaire, c'est quand même plus utilisé pour la boulimie, l'hyperphagie que pour l'anorexie. Ça a permis une diminution de la fréquence et de l'intensité des crises. Il n'y a pas eu beaucoup d'études encore dessus, mais il y en a quelques-unes. Pour les troubles de la sexualité, ça a été étudié chez des patientes qui avaient eu des antécédents d'abus sexuels dans l'enfance et qui arrivaient à retrouver... ça leur permettait d'avoir moins de souffrance autour de leur sexualité, une augmentation du désir. Sachant que c'était toutes les études que j'ai mises après un peu en vrac, elles n'avaient pas forcément des niveaux de preuve aussi importants que dans le syndrome dépressif ou les troubles anxieux. Il n'y a pas le même nombre d'études et elles ne sont pas forcément aussi bien faites. Pour les troubles du sommeil, les études sont moins franches que pour le reste. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites en ce qu'on appelle en ouvert, c'est-à-dire sans groupe contrôle. Voilà. Il y a des études qui ont été faites avec des patients qui présentaient un retard mental et qui montraient des diminutions des troubles du comportement. Et pour l'état de stress post-traumatique, moi, les études que j'avais à ce moment-là, c'est pas qu'elles n'étaient pas probantes, mais elles n'étaient pas très bien faites, donc on peut difficilement tirer des conclusions. Pour ce qui est des douleurs chroniques, donc pareil, il y a eu quand même pas mal d'études, dont 2 méta-analyses, qui étudiait la douleur, quelle que soit l'origine des douleurs, donc des douleurs lombaires, des migraines, des maux de tête, voilà. On a une diminution, on retrouve une diminution de l'intensité de la douleur, même si elle n'est pas énorme. Mais, il faut savoir qu'il y a quand même des résultats qui sont plus intéressants, il y a une diminution de la douleur plus importante si les patients ont un syndrome dépressif associé, comme si ça avait quand même un rôle aussi... on ne sait pas si c'est l'action sur la dépression qui permet aussi de diminuer la douleur. On ne sait jamais vraiment de quoi c'est spécifique. Dans les lombalgies, il y a une amélioration de l'acceptation de la douleur. Pour la fibromyalgie, il y a eu une dernière méta-analyse qui a remis en question tous les résultats qu'il y avait eu jusque maintenant. Donc, qui conclut qu'il n'y a pas d'intérêt à utiliser mindfulness.
mais qui avait des critères très stricts en fait d'efficacité sur les douleurs et tout, donc je pense que ça sera poursuivi les recherches autour de ça. Pour les maladies chroniques, ça a été très étudié en cancérologie. Pour les maladies chroniques en général physiques, il n'y a pas vraiment d'effet sur la maladie physique en elle-même. On n'a jamais réussi à prouver que le fait de méditer pouvait permettre de guérir plus vite ou de guérir de certaines pathologies. Par contre, notamment en cancéro, il y a eu un impact important sur l'anxiété, sur le stress, sur la dépression, un peu les mêmes, mais aussi sur la fatigue qui est une des grosses plaintes au cours des traitements en cancérologie, et sur les troubles du sommeil. Donc les patients parlaient souvent d'une amélioration de leur qualité de vie, et ça répond quand même aussi à la quête de sens qu'il peut y avoir au moment du diagnostic de cette maladie, et permettre aux personnes de s'ajuster un peu aux défis des traitements et puis des questions auxquelles ça renvoie. Donc, il y a eu beaucoup d'études, mais c'est vrai que les études ont été faites surtout chez des patients qui avaient un cancer du sein et qui étaient en bon état général. Donc, je pense qu'il y a encore tout un champ à explorer autour de la cancéro. Dans l'hypertension artérielle, là, on a réussi à faire baisser la tension nerveuse et donc la tension physique aussi, notamment chez des patients qui avaient fait des infarctus, qui a eu pas mal d'études en cardiologie, aussi chez des patients insuffisants cardiaques. En rhumato, donc les maladies rhumatologiques sont souvent douloureuses, donc la prise en charge de la douleur, c'est quand même un gros enjeu en rhumatologie. Il y a eu des études notamment sur la polyarthrite rhumatoïde qui montraient une amélioration, une diminution de la souffrance psychologique, de la fatigue, une meilleure gestion de la douleur. Ça a été étudié aussi chez des patients qui ont le VIH, par rapport aux effets secondaires des traitements, et puis surtout des symptômes qu'on peut attribuer au traitement, de la façon de vivre, parce que le problème aujourd'hui en France du VIH, c'est les effets secondaires des traitements finalement, parce que c'est des traitements qui sont efficaces, mais qui ont quand même un gros impact psychologique, donc ça c'était assez intéressant. Et puis pour les troubles fonctionnels intestinaux, ça permettait de diminuer les douleurs abdominales. Ensuite, il y a plein d'autres pathologies. Ensuite, je ne sais pas comment on fait pour revenir en arrière. Voilà. Pour lesquelles il y a des études, mais qui sont un petit peu dispersées, donc on ne peut pas forcément tirer des conclusions. Voilà. Ça a été étudié, et à chaque fois, ça a montré globalement une amélioration de la qualité de vie du patient. Donc le syndrome post-commotionnel, ça c'est pour des gens qui ont fait dans les suites d'un AVC ou d'un traumatisme crânien. Souvent il y a beaucoup de fatigue et de troubles de la mémoire. Donc ça a été, il y a eu plusieurs études qui ont montré surtout un impact sur la fatigue. Dans la sclérose en plaques, il y a eu aussi des effets autour de la fatigue. Ça, c'est une des principales plaintes de la sclérose, une des grosses plaintes aussi de la sclérose en plaques qui est un mal connu. Donc, dans les maladies cardiaques, on en a déjà un petit peu parlé. Les affections pneumologiques, donc dans l'asthme, les bronchites chroniques, il y a eu aussi quelques études. Chez des patients qui avaient bénéficié de greffe d'organes. Dans le diabète, on n'a pas vraiment réussi, que je sache, à mettre en évidence l'effet sur l'hémoglobine glyquée, qui est quand même le marqueur qui permet d'évaluer le diabète. Mais il y avait un impact positif sur la prise du traitement et sur notamment le régime alimentaire. Il y avait une diminution des bouffées de chaleur et des transpirations nocturnes chez des femmes ménopausées. Dans le psoriasis, il y a une étude qui date des années 80, mais donc les gens faisaient le programme pendant qu'ils venaient faire la photothérapie, c'est un des traitements par les UV du psoriasis, où il y avait vraiment une diminution des lésions cutanées, donc c'est une maladie de peau, où il y avait une diminution nette
de la maladie. Et puis après, il y a des syndromes avec des symptômes inexpliqués, des maladies un petit peu bizarres qu'on ne sait pas trop définir. Donc là, il y a eu aussi quelques études, mais bon, c'est assez variable les résultats. Donc au total de tout ça, c'est pas forcément très digeste. On ne peut pas considérer que ce soit évidemment une thérapie miracle où on va se dire bah tiens j'ai telle maladie, je vais faire ça et puis va se passer ça parce que bon on l'a vu plusieurs fois. Finalement on ne sait pas forcément à l'avance les bénéfices qu'on va avoir et ça n'a pas des effets non plus forcément extravagants sur les symptômes en eux-mêmes. D'autant plus que les études étudient des critères qui sont assez figés, par exemple de l'intensité de la douleur, avec des échelles très fixes des symptômes dépressifs et tout ça, et qu'il y aurait peut-être aussi d'autres études à imaginer qui portent plus sur le ressenti des gens. Et, voilà, les études scientifiques elles sont souvent assez carrées. Moi j'ai trouvé ça intéressant par rapport à la médecine générale parce que pour moi ça porte sur des enjeux de médecine générale autant dans le panel d'indications possibles que dans le fait que le médecin généraliste aujourd'hui est un petit peu bloqué des fois dans l'accompagnement de patients pour lesquels on sait qu'on n'a pas des traitements médicaux toujours efficaces et que des fois on aimerait bien proposer quelque chose plus sur l'accompagnement. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'on a une action, on ne cherche pas à éliminer le symptôme, mais plus à modifier la représentation qu'on a du symptôme, et donc ça je trouvais ça assez intéressant. Et puis l'aide clinique auto-administrée, donc bon, ça c'est la traduction littérale, mais le fait que le patient puisse y avoir accès, donc tout ça je me suis dit bon c'est quand même intéressant pour un médecin généraliste. Alors évidemment, en médecine générale, on ne va pas demander aux médecins forcément de se former, enfin à tous les médecins de se former à ça, parce qu'on a vu qu'il fallait vraiment une pratique personnelle. Je pense que ça, c'est quand même vraiment important. Donc l'idée, c'était plutôt de voir quel patient on peut adresser en tant que médecin généraliste à un thérapeute qui pratique la pleine conscience. Aujourd'hui, moi je travaille dans les Pyrénées, il y a encore quand même le problème de l'accessibilité, c'est que bon, il n'y a pas forcément partout des thérapeutes qui proposent ça. Voilà. Donc, si on essaie d'identifier parmi une patientèle de médecine générale les patients qui ciblent, qui pourraient être bénéficier de la technique, on se dit que on a bien vu qu'il fallait quand même, enfin c'était surtout quand même sur l'anxiété, la dépression qu'il y avait un effet plus marqué, donc voilà. Il faut bien sûr que le patient soit motivé, bien que apparemment ça puisse aussi fonctionner si les patients ne sont pas vraiment demandeurs à la base, mais là il faut quand même que le patient sache aussi qu'il va falloir avoir une pratique personnelle, quotidienne. Voilà, ça demande quand même un investissement de la part du patient, qui n'est pas de préjugés sur le fait que ce soit une pratique un peu new age. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui, bon, moi je travaille à la campagne, il y a pas mal de gens qui ont des préjugés là-dessus. Et le médecin généraliste ne doit pas avoir de préjugés non plus sur le patient, parce qu'en fait, bon, on a vu que ça pouvait être utilisé chez des enfants. Il y a eu aussi des études chez des personnes âgées pour diminuer le sentiment de solitude et tout, donc ça marche aussi. Il n'y a pas de question de capacité intellectuelle, de milieu socio-culturel. Il y a eu des études qui ont été faites en prison, il y a eu des études qui ont été faites dans des milieux très défavorisés. Et en fait, les résultats sont globalement superposables, quoi. Il n'y a pas vraiment de critères. Il n'y a pas besoin d'être spécialement intelligent pour pratiquer en fait quelque chose qui est très simple. Enfin, c'est plus compliqué à expliquer que les outils. Il n'y a pas besoin d'acquérir des outils particulièrement compliqués pour se mettre à pratiquer. Donc voilà. Après, moi dans mon travail, j'ai pas du tout parlé des études
qui ont été faites donc, en population générale. Il y a aussi tout ce qui a été fait sur les enfants, enfin les gens qui n'ont pas de vrais problèmes de santé. Moi, j'en ai pas parlé, je pense que c'est vraiment important aussi. Il y a eu aussi des études sur les femmes enceintes, la parentalité, et puis pour les aidants et les soignants. Donc les aidants de patients qui ont des maladies d'Alzheimer, il y a eu aussi beaucoup de bénéfices avec ça. Et puis pour les soignants dans les services, donc voilà. Mais bon, moi j'ai été obligée de me centrer, de limiter l'étude. Ensuite, il y a les méthodes dégradées, donc bon, c'est peut-être pas très heureux comme terme, mais il y a des études dans lesquelles les gens suivent le programme sur Internet ou sur les supports audio, ce qui pourrait être aussi une possibilité pour le médecin généraliste, par exemple, de proposer ça. Et en fait, les études ont l'air de montrer aussi une efficacité, donc, ce qui paraît assez bizarre, parce qu'on se dit, je pense que ça remplace jamais un thérapeute, et l'effet du groupe aussi, de pouvoir le partager. Mais il y a quand même, alors est-ce que ça serait étudié, est-ce que ça aurait un intérêt de proposer ça? Voilà. Mais je vous remercie. Merci beaucoup, je te félicite parce que c'est une thèse qui me paraît remarquable. Ça m'aurait plu de soutenir un truc comme ça il y a longtemps. J'ai deux questions, je voudrais d'abord te demander le lien de trouver ta thèse sur Internet. Et si tu peux, s'il te plaît. Ouais, il faut que je cherche. Je sais qu'elle est sur Internet, mais oui. C'est pas différé, ou tu me retransmis avec le. Oui, mais je peux pas transmettre. Et deuxième, si tu acceptais de partager un peu ton expérience en Inde, qui était à la racine de ton travail, si tu veux. Oui, mais en fait, moi je faisais déjà du yoga, donc c'est ça qui m'a amenée en Inde. Et puis j'ai passé presque un peu moins de 6 mois chez un médecin qui faisait de la médecine ayurvédique. Et c'est vrai que bon, après le contexte est complètement différent aussi, donc on ne peut pas vraiment comparer. Mais elle recevait ses patients, donc c'est très clinique, la langue, le pouls et tout ça, et elle prescrit des plantes qui sont l'équivalent de médicaments, mais après elle prescrit des massages, des soins en fait aux huiles, voilà, et elle prescrit de la méditation ou du yoga, quoi. Donc en fonction des problématiques des personnes, il y a des postures qui sont plutôt dynamiques, plutôt des enchaînements de postures pour essayer de... Voilà. Et puis après, il y a des techniques de respiration, mais qui sont décrites en fait dans les études. Eux, ils font, en fait, en Inde, on choisit entre la médecine occidentale et la médecine ayurvédique, donc ça représente 7 ans d'études, comme on fait ici, voilà, avec le souffle, le centrage. Alors après, c'est en train un petit peu de se perdre en Inde, en fait. Ils sont, eux, en train de perdre ce truc-là, parce que les gens, ils n'ont plus envie Ils ont les yeux qui brillent en regardant les iPhones et la nouvelle technologie, ils n'ont plus du tout envie d'entendre parler de ça. Et justement, ils disent à chaque fois, mais en fait, vous devenez plus, vous méditez maintenant plus que nous, en fait. Mais elle essayait de continuer à transmettre... ça au cours de ses consultes. Après, elle ne faisait pas des séances exprès pour ça, mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu interrogée, quoi. Puis après, là-bas, j'ai fait la méditation vipassana, les 10 jours, et puis voilà, le yoga, tout ça. Voilà. Bonjour, je suis ici en bas. Merci pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. En fait, je voudrais ajouter une petite observation de l'autre côté du miroir. Étant patiente, je suis vraiment obligée d'aller à la pêche aux infos. J'ai eu la chance de tomber là sur le site web et sur l'info de la conférence, mais la pleine conscience, ça reste quelque chose qui n'est pas encore proposé par le corps médical. Mais en fait, c'était un peu l'idée que j'avais en faisant ma thèse, de me dire, de faire un petit dépliant, par exemple, pour les généralistes de la région, pour leur dire, ben voilà, il y a ça, avec un peu, ça fait ça peut être proposé à tel et tel patient, et voilà. Et puis en fait,
ça avait l'air compliqué avec les psychologues, les psychiatres qui voulaient pas, je pouvais pas forcément mettre les noms des gens et du coup je savais pas à qui adresser vraiment les gens parce que dans le coin où je suis, il n'y a pas vraiment de thérapeute. Ouais. Donc voilà, c'est resté une idée un peu en suspens, mais à la base c'était un petit peu ce que... Ouais, la constatation aussi du fait que effectivement, les patients sont souvent... on entend parler aussi de beaucoup de techniques aujourd'hui, beaucoup de médecine complémentaires, on peut dire, et comme les médecins généralistes ne s'informent pas forcément sur ce qui est possible, il n'y a pas vraiment de communication à ce niveau-là. Mais l'idée du petit dépliant, ce serait vraiment une très bonne initiative. Ouais, parce que pas tout le monde a la possibilité comme moi de se déplacer, d'aller sur Internet et tout. Ouais. Et il y a une énorme demande dans les gens, dans les centres de rééducation, etc. Bon, mais voilà. Merci. Merci. Question. Moi, c'était une remarque qui va permettre de répondre à la personne qui vient de poser une question. Vous parlez beaucoup vous avez dit qu'il était difficile de trouver des thérapeutes qui proposaient ça, mais je pense qu'on peut suivre le programme MBSR par des instructeurs MBSR qui ne sont pas médecins ou psychologues et le programme est le même. Et c'est peut-être, moi étant... alors moi j'ai tout fait, j'ai été patiente longtemps maintenant, ça fait très longtemps que je suis soignante aussi. Et ayant fait le programme MBSR par un instructeur qui est non soignant, je trouve ça très très intéressant justement, puisque ce qui a été dit ce matin, on parle juste de l'expérience vécue ici maintenant et on ne parle pas de ces problèmes. Et ça c'est un aspect très intéressant aussi dans cette démarche. Je pense autant pour le soignant que pour le patient. Et donc du coup, pour répondre à la personne, sur le site de l'ADN, il y a tous les instructeurs MBSR dans toutes les régions, en fonction du département, c'est très bien fait. Puisque étant infirmière, je n'ai pas pu suivre le début à Strasbourg, je me suis reportée et j'ai trouvé quelqu'un dans ma région très facilement. ADM, donc Association pour le développement de la mindfulness, vous avez le petit logo sur le flyer. Et vous pouvez, ils ont un site internet, effectivement, avec plein d'informations là-dessus. Alors après c'est sûr, moi je dis pas du tout qu'il faut que les instructeurs soient médecins, moi je parlais juste du médecin généraliste parce qu'il voit beaucoup de gens qui leur demandent le conseil, mais justement c'est pas lui qui va forcément... Et c'est vrai que sur le site de l'ADM, il y a le répertoire, mais bon déjà en plus ça coûte quand même de l'argent aussi. Et il y a quand même des zones qui sont pas très bien. Bon, alors je pense que là c'est en train de bien bouger, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire le tri entre toutes ces thérapies aussi dont on entend parler et de trouver...